quoi qu'en ce jour sans cesse répète. Ah ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins tout réussira. Ah bah, merci déjà au PRCF de m'avoir invité, de me donner l'occasion de m'exprimer devant des gens avertis, je pense. Donc, évidemment, bon, sur l'intervention, je vais commencer rapidement juste par c'est de décrire quelle est la dynamique à l'œuvre et pourquoi on a cette fascisation qui est en cours aujourd'hui dans notre pays et qui s'est très sensiblement accélérée là, sur les derniers mois. Bon, je vais aller assez vite parce que je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose. Mais le mérite, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, qui est comment dire, d'avoir construit un espèce de plan synthétique qui permet vraiment de résumer, d'englober à peu près ce qui est essentiel pour comprendre ce qui est à l'œuvre et ce qui nous bloque dans une certaine politique depuis 40 ans et qui cause les ravages qu'on connaît. J'essaie d'utiliser une métaphore en disant que, en fait, il y avait la prison des esprits qui sont les dogmes économiques qu'on applique depuis 40 ans, la croissance, la concurrence, la compétitivité, l'attractivité, la flexibilité du marché du travail, bon, très bien. La prison institutionnelle de l'Union européenne, évidemment avec l'euro et le marché unique qui consacre le libre-échange, et puis les gardiens de prison, que sont l'État et les médias, qui, tous deux, ont été colonisés en fait, par le pouvoir économique, que ce soit d'un côté l'État avec une haute administration qui, en très large majorité, j'imagine qu'il y a quelques justes à l'intérieur de la haute administration, mais bon, le fait majoritaire actuellement, c'est qu'on a des minables qui se sont couchés et qui ont pactisé avec le pouvoir économique pour pouvoir pantoufler, pour pouvoir faire des grandes carrières dans les grandes banques, etc. Et puis d'un autre côté, des médias dont on sait qu'ils sont détenus pour les plus grands d'entre eux par 9 milliardaires dans ce pays et qui évidemment organisent une propagande permanente pour empêcher toute alternative politique de pouvoir s'exprimer. Et quand j'entends alternative politique, je centre sur une chose, la question du maintien de l'ordre économique actuel, puisqu'en fait c'est ça qui se joue à chaque fois, c'est maintenir la répartition des richesses telle qu'elle est, c'est-à-dire d'une manière très inégalitaire pour donner toujours plus de pouvoir et de privilèges à ceux qui sont tout en haut de la société et paupériser et appauvrir tous ceux qui sont en dessous. Bon, voilà, j'ai essayé de synthétiser ça comme ça parce que je pense qu'en termes de stratégie, là ce sera peut-être ma seule remarque un peu piquante et provocatrice que je vais faire à votre endroit, c'est que je pense que dans la période d'ignorance, de confusion qui règne au sein de la société, hein, je veux dire, il y a... je vois très peu de gens qui passent un dimanche après-midi dans des salles comme ça pour essayer de comprendre pourquoi la société est dans l'état dans lequel il est. Hein. Vous n'êtes pas la norme, moi non plus. Hein. Donc, je crois qu'il faut qu'on en ait conscience tous. Hein. Les gens, là, ils regardent Netflix ou bon, ils jouent au golf, ils font du tennis, mais ils ne s'amusent pas à penser à la question de l'Union européenne et de la fascisation du pays. Bon. Et ça, c'est important, à mon avis, à avoir à l'esprit. Et bon... Je dirais que, petite juste anecdote, pour dire à quel point en est le débat, mais vous le savez, mais bon, cette anecdote m'avait amusé. J'étais sur CNews, dans une émission dont l'animateur est bien connu pour le sens de sa modération, vous voyez, sur cette chaîne. Et en fait, il me parle du référendum d'initiative citoyenne. Et il me dit, mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire un RIC? C'est pour la peine de mort, etc. Donc, je lui dis, non, écoutez... Enfin, sur les ronds-points, personne qui a voulu rétablir la peine de mort, pas entendu ça, etc. Bon. Et alors, il me fait, mais vraiment, avec toute l'indignation dont il peut faire preuve, il me dit, mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un référendum sur l'euro? C'est ça que vous voulez? Et je dis, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est peut-être une question qui mériterait un débat. Bon. Donc voilà où on en est, quoi. C'est-à-dire il y a les questions interdites, quoi. En gros, tout ce qui pourrait conduire à un changement de l'ordre économique actuel est interdit. Bon, voilà, le schéma est assez simple. Et évidemment, cet ordre économique, on a bien compris qu'il produit une paupérisation de la société, un accroissement des inégalités. Il y a eu des études de l'INSEE, même l'INSEE, qui sous-évalue l'inflation. En particulier parce que sur l'aspect de la valorisation, enfin du niveau de vie, ne prend pas en compte les coûts de l'immobilier comme il le faudrait dans le niveau de vie, puisqu'ils écartent en fait toutes les dépenses qui sont des remboursements d'emprunts, parce qu'ils considèrent que c'est du capital à terme pour les gens qui remboursent. Alors ils prennent que les charges de loyer. Bon,
pourra leur rétorquer que d'un point de vue comptable, une entreprise, quand elle achète une immobilisation, donc notamment un immeuble, elle passe bien dans son compte de résultat des amortissements, donc c'est bien une charge pour cette entreprise. Donc si on veut être tout à fait cohérent, on devrait bien prendre en compte ces dépenses-là. Donc ça permet de minorer artificiellement la baisse du niveau de vie. Mais malgré ces arbitrages assez discutables de l'INSEE, ils ont quand même des études qui montrent que de 2008 à 2018, les 10% de la population la plus pauvre a vu son niveau de vie baisser, donc en 10 ans. Et une autre étude qui montre que sur l'année 2018, c'est 30% de la population française qui a vu son niveau de vie baisser. Bon, donc on comprend évidemment les gilets jaunes. Ce n'était pas un sentiment de baisse du niveau de vie, c'est très clairement un constat clair de baisse du niveau de vie. Et donc ça a entraîné notamment les gilets jaunes, mais il y avait eu 2 ans auparavant la Nuit debout, la réforme sur la loi El Khomri. Il y a eu, après les gilets jaunes, le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Bref, les mouvements sociaux, là, s'accélèrent. Alors, on a pu, parce que les structures traditionnelles, et en particulier syndicales, se sont considérablement affaiblies, donc on a pu des grands mouvements de masse, de manifestations avec des millions et des millions de personnes, mais on a des mouvements peut-être plus faibles en effectif, mais qui se radicalisent de plus en plus. Et on a vu dans les manifestations qu'on a maintenant, on parle des Black Blocs ou des casseurs, etc., mais en tout cas des gens qui font le constat, et là je leur donne raison, ils font le constat que de toute façon, quoi qu'on vote, ça change jamais rien, puis quand on manifeste gentiment dans la rue, il se passe rien non plus. Alors du coup, ils disent, bon, on va casser, au moins, ça permet de parler de nous aux 20h. Bon, je pense pas que ce soit la meilleure stratégie, parce que ça va mettre à distance le reste de la société. En fait, on ne peut plus faire passer les messages de fond. Mais je comprends leur constat initial, je suis d'accord avec le constat initial, qui est que de toute façon, le système a organisé notre impuissance, pas par toutes les voies possibles. Mais tout ça fait que quand même, la pression s'accentue sur le système, et donc ça a donné lieu à la répression inouïe policière et judiciaire des Gilets jaunes, et on a vu à ce moment-là qu'effectivement, les classes dominantes, la bourgeoisie, les élites, peu importe comment on les appelle, on a compris de qui on parle, sont prêtes à tout pour maintenir leurs privilèges, et qu'on crève les yeux des innocents, ça leur pose pas de problème. Je rappelle toujours que les 25 éborgnés et les 5 mutilés sont des innocents. Il n'y en a pas un, même pas qui a fait l'objet d'une condamnation judiciaire. Ils n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Ils n'ont même pas été poursuivis. Donc le régime a mutilé des innocents. Et c'est important à rappeler parce que les gens lambda, ils se disent toujours, bon, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Si le type il s'est fait crever un œil, c'est parce que quelque part il devait avoir un caillou à la main. C'est que bon, il était là, en tout cas, dans un endroit où il ne devait pas être. C'était chaud, il n'aurait pas dû être ici. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Quand on voit Jérôme Rodriguez, dont on a les images, on voit qu'il est place de la Bastille, que lui, il est en train de filmer avec son téléphone. Donc, il y a à aucun moment, le policier qui lui tire dessus peut, comment dirais-je, avoir un doute sur le fait que ce type-là est un pacifiste ou est un casseur. Non, il sait très bien qu'il a affaire à quelqu'un qui est tout à fait calme et qui ne présente aucun danger. Malgré tout, on lui crève un œil. Donc, on a vu effectivement les classes dominantes montrer une férocité inouïe dans cette répression. Et pour moi, c'est peut-être le début du basculement, en tout cas de manière visible. C'est-à-dire que là, les masques sont tombés. On a vu très clairement qu'ils seraient prêts à tout pour maintenir l'ordre économique. Et on en arrive maintenant à un point où en fait la pression est telle que elles sont prêtes à tout, restreindre les libertés. Donc évidemment, on s'attaque à la liberté de manifester. Ils ont essayé de faire passer la loi anti-casseurs. On s'attaque à la liberté d'expression. Donc on va essayer de contrôler au maximum les réseaux sociaux, puisqu'ils ont bien compris que c'est le nouvel espace d'expression qui peut devenir très dangereux. Donc on va censurer au maximum. Toute une série de libertés comme ça qui sont attaquées. Et c'est ça qui me paraît déjà très important d'avoir à l'esprit, mais je suis à peu près persuadé que tout le monde l'a à l'esprit dans cette salle. C'est que la question en fait de l'atteinte aux libertés, elle est dangereuse dès lors qu'elle est liée à la volonté des classes dominantes de maintenir l'ordre économique. Pour moi, c'est fondamental de faire le lien, parce qu'on a assisté là à toute une série de manifestations anti-pass, etc., sur la liberté, et qui est proclamée comme la liberté, mon corps, mon choix, je fais ce que je veux, etc. Mais non, c'est pas ça la liberté. Il n'y a jamais de liberté totale dans une société. On vit dans un collectif. Donc évidemment qu'on se met des limites, des normes
et que la liberté, elle est limitée. Elle est limitée parce qu'au final, il faut servir le bien commun. Si on interdit le meurtre, c'est parce que le meurtre va porter atteinte au bien commun. Donc la liberté, elle est jamais absolue. De la même manière, on va interdire publiquement les insultes, les injures, les racistes ou autres, les propos discriminatoires, parce que tout simplement, ça apporte atteinte à la cohésion du groupe. Donc la liberté est jamais absolue. Et là où elle est en danger, là où les restrictions de liberté deviennent vraiment problématiques, c'est quand elles sont opérées pour maintenir l'ordre économique en place. Et en fait, je conclus ma partie dans le livre là-dessus en disant que ce qu'il faut, c'est rompre avec le néolibéralisme parce que c'est lui qui est en train de tuer les libertés. Et là, on a vu passer un nouveau cap. Il y a un franchissement de seuil avec, très clairement, une partie de la bourgeoisie, celle-ci réactionnaire, qui est prête maintenant à porter au nu Éric Zemmour. En fait, ce ne serait pas Éric Zemmour, ce serait un autre, mais un type qui va dire que le problème, c'est les Arabes et qu'il faut leur taper dessus, et puis pourquoi pas, un jour, on les mettra dans des camps, et que c'est ça qui va résoudre nos problèmes. Et alors la question, c'est pourquoi ça marche ? Parce que franchement, on ne peut pas fermer les yeux et ne pas voir que Zemmour, à chaque fois qu'il fait un passage, il explose le compteur des vues, que parmi les gilets jaunes, je le sais parce que j'ai des gens qui m'écrivent « Ah, mais pourquoi vous n'allez pas avec Zemmour et machin, etc. » Parce que tu n'as pas compris, en fait. C'est parce que tu n'as pas tout compris. Mais je t'en veux pas. On t'a mis, le système t'a placé dans une ignorance depuis l'origine où tu es perdu. Et simplement, ces personnes-là se disent « Il faut rompre avec le système ambiant. » Et dès lors qu'il y a quelqu'un qui lui paraît anti-système, alors il se jette dessus, quoi, et c'est le sauveur. Bon. Et du coup, les gens sont tellement perdus qu'ils font des associations, voilà, on m'associe avec des gens, si vous voulez. Enfin, c'est pas c'est pas que je de la prétention de ma part, c'est juste on fait pas la même chose, on n'est pas du tout dans les mêmes schémas de pensée, etc. Ce que j'en retire, c'est la confusion et le fait que les gens sont totalement perdus dans la période. Et j'ai lu honnêtement un article de Frédéric Lordon qu'il a écrit il y a 6 mois qui s'appelle Fury Room. Et si vous l'avez pas vu sur son blog, je vous encourage vraiment à le lire parce que je trouve que son analyse est absolument parfaite. Ce qu'il explique, en fait, c'est pourquoi la proposition d'extrême droite dans la période est aussi forte. Pourquoi elle séduit autant. Et en fait, j'ai pu le mesurer avec l'un de mes amis. Donc, c'est pour ça qu'en plus, par l'expérience, j'ai pu vérifier effectivement c'est exactement ça. C'est qu'évidemment, les ravages du capitalisme, tout court, ou dérégulé, financiarisé, etc. Bon, je fétichise pas le mot du capitalisme en soi, il faudrait définir, etc. Qu'est-ce qu'on entend à chaque fois? Parce que les gens ne l'utilisent pas toujours avec la même définition. Est-ce qu'on est sur le droit de la propriété? Est-ce qu'on collectivise tous les moyens de production? Ou est-ce qu'on est seulement sur la lutte des classes, etc. Bon, bref, je ne rentre pas dans le détail. J'évite les grands mots, moi, pour qu'on se comprenne, qu'on comprenne de quoi on parle. Et donc, la force de la proposition d'extrême droite, explique Lordon, et je souscris tout à fait à cette analyse, c'est qu'elle est intrinsèquement violente. Et dans la période, les ravages du capitalisme créent tellement de frustration et de colère chez les gens qu'il explique, et c'est exactement ça qui se produit, qu'il faut que ça sorte. Peu importe par où, peu importe comment, il faut que ça cogne. Et c'est ça dont les gens ont envie. Et c'est pour ça qu'un Zemmour qui arrive et qui tape du poing sur la table et puis qui dit « Bon, il y a un sujet, on refuse d'en parler depuis 40 ans, c'est les Arabes et machin, etc. » Et ben les gens, ils se disent lui, il est en rupture avec le système. Et puis au moins, il va se passer quelque chose, quoi. Il va se passer quelque chose. On va arrêter avec le ronron qu'on a depuis 40 ans. Et là, ça va bouger, quoi. Alors évidemment, quand on est un peu éclairé, on sait que ça ne va rien changer du tout, que ça ne va pas du tout résoudre les problèmes. Au contraire, ça va les empirer. Mais vraiment, c'est ça la force de séduction de la proposition d'extrême droite, à mon sens, dans la période. Et du coup, j'en arrive à la question de savoir, comment on combat ça? Évidemment, je ne peux que déplorer l'attitude d'un certain nombre de gens qui pensent qu'en traitant les gens de fachos et en disant que c'est des méchants et que nous, on est des gentils, ça va produire le moindre effet. Évidemment, ça ne produira pas d'effet. Ni non plus les traités de racistes. Hein. S'ils votent Zemmour, là, c'est que clairement, ils en ont rien à faire, quoi. On peut les affubler de ce qu'on veut. Ça ne produira rien. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, c'est très compliqué, évidemment. On a affaire à un appareil médiatique qui est extrêmement puissant. On voit bien la lutte qui se joue en fait entre une partie de la classe dominante qui soutient toujours Macron et puis une autre là dont Bolloré
je veux dire, la machine ouvrière actuellement, qui, grâce à CNews, Europe 1, il revient de prendre le JDD, Paris Match, etc., organise effectivement une contre-idéologie totalement réactionnaire, mais voilà, s'oppose donc Macron et le bloc réactionnaire de l'extrême droite, et le camp progressiste, humaniste, etc., lui, il ne peut pas exister, quoi. Et en fait, moi, si j'avais voulu exister médiatiquement, c'était assez simple. Hein. À mon discours eurosceptique, eurocritique, bon, il fallait que je tape sur les Arabes et les musulmans. Et puis là, peut-être que j'aurais eu mon rond de serviette sur CNews. Bon. Donc, oui, mais voilà. Et du coup, forcément, quand on n'est pas là pour passer la télé, mais qu'on est là pour défendre des idées et essayer de résoudre les problèmes, on sait très bien que taper sur des minorités, ça ne va jamais résoudre quoi que ce soit. Et du coup, on passe pas. Et quand je dis on, c'est moi, mais en fait, c'est Todd qui passe quasiment jamais, Lordon ne passe jamais, on n'entendra jamais Friot passer sur un média mainstream, on n'a jamais vu Coralie Delhomme pouvoir passer sur un média mainstream, enfin bref, il n'y a personne, des gens, en fait, moi, j'aime pas donc les grands mots, mais le truc que j'ai trouvé là, c'est parce qu'il faut toujours essayer dans les médias de résumer quelle est sa position idéologique, de quel camp on fait partie. Donc, essayer de trouver ce truc, mais moi je me définirais comme un souverainiste humaniste. Voilà, pour essayer de montrer qu'à la fois je tiens à la souveraineté de l'État parce que c'est elle qui permet la souveraineté du peuple et donc la démocratie, mais d'un autre côté je suis humaniste, c'est-à-dire que j'essaye quand même de toujours prendre en compte quelle est la situation et les souffrances des individus et comment on peut essayer de régler au mieux les problèmes. Et donc, dans la période, il me semble que, mettons ce problème énorme de la puissance de l'appareil médiatique de côté, un instant, il y a une colère. Et pour moi, on ne peut pas, comment dirais-je, produire un discours efficace auprès des gens avec un discours de bisounours. Là, c'est mon point de désaccord avec Frédéric Lordon. Je ne crois pas qu'une proposition communiste, ou un idéal communiste qu'on proposerait aux gens, soit de nature, je parle en termes de communication, je ne parle pas des contenus, de ce qui est concret, mais en termes de communication, les gens ne vont pas y croire. Je veux dire, ils sont enferrés dans le système actuel, ils ne peuvent pas penser l'alternative, quoi. Ils ne peuvent pas se projeter sur un idéal haut, c'est très compliqué. Et puis c'était la remarque un peu piquante, c'est aller défendre le mot communiste aujourd'hui dans la société actuelle. Vous êtes très ambitieux, vous êtes vraiment très courageux, parce que s'il y a bien un mot qui s'est fait exploser, ratatiner dans tous les sens, je veux dire, si vous êtes communiste, bon, c'est Staline, l'URSS, les goulags, le totalitarisme, bon, terminé, je veux dire, la pauvreté, etc. Enfin, bon. Donc, défendre le mot communiste, ça me paraît très compliqué. Défendre les principes communistes, ça, en revanche, oui, c'est ce qui, je pense que c'est évidemment sain. Mais du coup, comme le problème de base, c'est la colère, à mon sens, dans la période, ce qu'il faut, c'est arriver à diriger la colère vers autre chose que les minorités. Et il y a un sujet, à mon avis, qui n'est jamais abordé, en fait, ou quasiment jamais, qui est pourtant fondamental, c'est que on voit bien que la colère, elle est aussi contre les partis politiques. Ça, très clairement. Les gens en ont ras-le-bol, les partis politiques, etc. Mais en fait, je pense que au stade où on en est, ce qu'il faudrait expliquer aux gens, c'est qu'écoutez, vous avez voté à droite, c'était nul, à gauche, c'était pareil, on vous a expliqué que droite et gauche, ou ni droite ni gauche, ça allait changer, c'est toujours pareil. En fait, pourquoi ? Parce que le pouvoir, en fait, n'est plus dans la classe politique. C'est la haute administration qui a pris le pouvoir. C'est elle, en fait, qui contrôle tout. Et, à mon avis, la colère, il faut la diriger contre les hauts fonctionnaires, contre les hautes fonctions publiques. Alors, je sais bien qu'il y a certainement des hauts fonctionnaires parmi cette haute fonction publique qui doivent être des gens bien. Et à mon avis, si ce sont des gens bien, ils doivent être désespérés. Hein, et ils doivent être en dépression parce que la majorité des hauts fonctionnaires sont des minables. Je parle des minables à la fois intellectuellement, mais humainement aussi. On comprend, je veux dire, si on lit La Caste de Laurent Mauduit, par exemple, on voit très bien comment les hauts fonctionnaires, depuis les années 80, se sont tout entier acquis à la question de la construction européenne et surtout l'ont fait pour pouvoir rentrer en collusion avec le pouvoir économique, pouvoir pantoufler, prendre le contrôle des grandes banques. Ça a été le cas dans la vague des privatisations. C'est les hauts fonctionnaires qui avaient travaillé à la privatisation des grandes banques qui sont devenus les dirigeants de ces grandes banques. Et en fait, je pense qu'il faudrait vraiment pointer ce problème-là du doigt. Parce que finalement, qu'un capitaliste s'applique à augmenter ses profits et paupériser les autres, bon, il est dans son rôle, quoi. Je veux dire, on ne va pas lui demander d'être vertueux, parce que lui, il est là pour faire du profit. Bon, et il est aliéné à l'argent, etc. Très bien. Mais en revanche, ceux qui étaient censés nous protéger de ça,
c'était l'État et qui contrôle l'État, la haute fonction publique. C'était eux qui étaient censés organiser les règles pour contrôler, réguler, taxer, etc., le capital, le pouvoir économique. Et eux se sont totalement couchés. Et on trahit pour gagner des privilèges, on trahit les intérêts donc, du pays, du peuple, pour pactiser avec le pouvoir économique. Et ça, je pense que, à mon avis, c'est un discours qui manque aujourd'hui, je trouve, dans le débat politique, c'est cette analyse des responsables en dernière instance, si on est sur une question de chercher des coupables, et il faut des coupables dans la période. Pas des coupables pour alimenter les tribunaux populaires, hein. C'est pas, je ne suis pas dans une logique de vengeance, je suis dans une logique simplement de compréhension de qui est en train de nous mener là. Les gens, ils ont besoin de savoir ça, en fait. Ils ont besoin de trouver quelqu'un, mais qui est responsable? Ceux qui sont responsables, c'est les fonctionnaires, parce que c'est eux qui contrôlent, en fait, tout. C'est eux qui, finalement, à mon sens, ont un impact énorme dans le discours médiatique. C'est-à-dire que on sait très bien que ces hauts fonctionnaires, ils gravitent dans la sphère médiatique, dans les réseaux des journalistes, etc. Mettez-vous à la place d'un journaliste. Un journaliste du XXIe siècle, il lit pas beaucoup, hein, il regarde plutôt Netflix. Donc les questions économiques, il n'a pas une culture propre, il n'a pas une pensée autonome. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter l'élite de l'élite. Il va écouter les énarques. Et si les énarques lui disent non, mais écoutez, voilà, c'est les uluberlus qui critiquent l'Union européenne et l'euro, ils n'ont rien compris, la mondialisation, machin, l'Europe c'est la paix, l'Europe puissance, blablabla. Bon, c'est clair, on ne peut pas faire autrement, il n'y a pas d'alternative. Donc le journaliste, lui, il se dit, je vais faire confiance à l'élite de l'élite, aux énarques. Et donc je pense que c'est un des faits extrêmement importants à prendre en compte pour comprendre pourquoi les journalistes, à ce point, sont convaincus qu'on ne peut pas, que sortir de l'Union européenne, ce serait la catastrophe, ce serait le chaos. C'est parce que vous avez l'élite de l'élite qui leur explique ça, qui ne cesse de leur affirmer ça. Et j'ai quasiment terminé. Et donc du coup, je dirais que simplement, à mon sens, ça c'est vraiment le point fondamental, et c'est ce qui va permettre de rediriger la colère. Et après, bien sûr, qu'il y a, je conclue là-dessus très rapidement, il y a un discours qui doit même dépasser le strict cadre politique et qui doit être un discours même plus philosophique. Lutter contre les égos, faire preuve d'humilité, accepter la remise en question de tous, en fait. On a tous à faire ce travail-là. Et c'est ce qui, repenser la transcendance, c'est-à-dire comment on s'inscrit dans un collectif, dans une société qui est hyper individualiste, etc. Et je pense qu'aussi, ce discours-là, peut-être, manque un peu aussi dans le débat public. Il y a, disons, l'aspect analytique rationnel sur l'ordre économique, etc., dont vous êtes tout à fait conscient. Mais je pense aussi que peut-être on toucherait encore plus de gens si on ajoutait à ça un discours peut-être plus philosophique, plus sur notre rapport au monde et notre rapport aux autres, et insister. Voilà, je conclue là-dessus. Dans mon livre, j'ai fini par essayer d'expliquer que ce qui, à mon avis, faisait obstacle à la constitution d'une force collective organisée, structurée, qui serait à même de prendre le pouvoir institutionnel, c'est ce qui nous fait défaut, c'est l'émancipation individuelle. C'est-à-dire que le système a complètement mis les gens dans un esprit de compétition et dans l'ignorance. Et donc, à mon avis, j'ai développé l'idée, une proposition pas aboutie, mais de dire aux gens, il faut qu'on essaie de poursuivre 3 éthiques. L'éthique de la connaissance, c'est-à-dire essayer toujours de progresser, et pour ça, faire preuve d'humilité, douter, accepter de débattre contradictoirement avec les autres, et se remettre sans cesse en question. À côté, appeler ça l'éthique de la bienveillance ou de la tolérance, c'est-à-dire essayer de faire preuve d'empathie. Ok, le gars, on n'est pas d'accord. Ok, le type, il me sort des trucs là qui me hérisse le poil et qui m'indigne. Ok, je vais essayer de comprendre pourquoi il pense ça, comment il en est arrivé là. Et en poursuivant ces 2 éthiques-là, c'est ce qui nous permettra de poursuivre la 3e éthique, c'est-à-dire privilégier le bien commun plutôt que les intérêts égoïstes. Et je prenais simplement un exemple, vous voyez, d'exercice de pensée. Vous prenez des avocats, imaginez que demain, il y a un candidat qui leur propose une aide fiscale particulièrement avantageuse. Bon. Et il faudrait se renseigner un petit peu, mais si on se renseigne un peu, on sait que ce candidat, pour financer cet avantage-là, en fait, il va prendre aux hôpitaux et à l'éducation nationale. Bon. Moi, je dis, l'éthique du bien commun, à ce moment-là, elle devrait conduire cette profession à privilégier, à ne pas voter pour ce candidat et à renoncer à cet avantage fiscal qui leur sera promis, parce que ça porte atteinte au bien commun, c'est-à-dire au service public des hôpitaux, de l'école, qui sont fondamentaux. Bon, autant dire qu'aujourd'hui, et je conclue là-dessus, les avocats
fera le choix de l'avantage fiscal. Hein. Ça, c'est clair. Je veux dire, il n'y a pas du tout d'altruisme, en fait, dans la société. Donc, voilà, je pense que ajouter un discours plus philosophique, peut-être, qui permet la remise en question individuelle des gens, c'est peut-être un chemin obligatoire, parce qu'en fait, tout le monde est enfermé là, dans ces process, dans ces déterminations, et c'est ce qui rend très difficile d'arriver à dialoguer et d'arriver à ce que les discours puissent passer et qu'il y ait une vraie réflexion qui commence, en fait, juste qui débute, mettre les gens en mouvement, simplement. Ce qui compte, c'est pas le niveau de connaissance, c'est juste les mettre sur le chemin de la réflexion. Voilà, et je dirais que si on n'arrive pas à faire ça, effectivement, les temps très douloureux s'avancent vers nous, là, et il faut essayer de maximiser les forces et le niveau de conscience dans la société pour que le moment venu, quand une crise puissante arrivera, le rapport de force bascule plutôt du côté des forces humanistes, progressistes, plutôt du côté de la réaction de l'extrême droite et de dérives qui pourraient s'avérer extrêmement dramatiques. Confluent reste là, et nous allons chanter Alléluia. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Quand voit l'eau jadis du clergé par là, comme un prophète il a prédit.